Donc le parent et son smartphone. Monsieur D et sa famille. Ah, on va avoir des situations concrètes. Justement, voilà, on retourne sur la question des parents et de leur smartphone et comment le smartphone voilà, va un peu nuire à la parentalité. Je viens vous voir car je suis toujours accroché à mon téléphone portable. Je ne peux rien faire d'autre sur mon temps libre. Il a une vraie emprise sur moi. C'est ainsi que Monsieur D s'est présenté à moi lors de sa première séance de psychothérapie. Ayant fait une demande de suivi sur les conseils de sa femme, Monsieur D m'explique en effet que sa vie de famille est impactée par le temps qu'il passe sur son smartphone en dehors des temps de travail. Je le questionne alors sur son rythme de vie. Il me raconte qu'il travaille dans une banque et que l'essentiel de son activité se déroule en télétravail. Il est bien lui, hein. Il passe donc un temps important chez lui derrière son écran d'ordinateur. Je vais totalement en aparté, mais je me demande comment le développement du télétravail va jouer sur la présence des parents au foyer. En gros, comment ça va permettre ou pas à des parents d'être parents au foyer, quoi. Je sais que moi j'ai une collègue qui a accouché là en septembre, qui est revenue au boulot là en décembre, et qui du coup revient en étant principalement en télétravail et en étant présent un jour dans la semaine, notamment pour pouvoir aussi s'occuper de son enfant, voilà, en étant chez elle, quoi. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui risque de... Moi, je sais que j'ai un autre ami qui, lui, bossait à distance et qui pareil, ça lui permettait d'être présent auprès de son enfant. Voilà, des parents qui essayent d'être présents, mais physiquement et je pense psychiquement aussi. Il y en a une autre d'une maman avec une maladie qu'on menace, à qui on menace de retirer ses enfants à cause de sa maladie, quoi. Alors que ces réseaux prouvent qu'elle a adapté sa parentalité pour que ses enfants n'en souffrent pas. Je te l'enverrai sur Twitter. Ok, on fait ça parce que moi, la parentalité, c'est vraiment un sujet que j'aime bien aborder. J'ai pensé comme sujet autre aussi, peut-être qu'il y aura un react sur la vidéo là d'Ilona. Donc c'est aussi quelqu'un qui est une influenceuse sur la télé-réalité, mais là c'est plus pour parler des questions d'emprise. C'est un peu moins ma spécialité, mais c'est un sujet à la fois intéressant et important. Mais oui, oui, carrément, hein, ça régale. Bah écoute, on essaye, hein. Goldman Caroline, c'est le nom de cette dame, de cette maman-là, qui a une maladie. C'est chaud, hein, on essaie de retirer ses enfants. Mais après, la question de la protection de l'enfance et de comment on... Finalement, comment l'État va s'insérer dans la vie des familles et à partir de quand on estime ou pas qu'il y a nécessité d'intervention, qu'il y a danger pour l'enfant, etc. C'est le nom de... Une psy en vogue en ce moment, ok. Caroline Goldman, je connais pas. Je connais pas du tout. Donc en ce qui concerne en tout cas ce monsieur D, son travail l'occupe beaucoup dans la journée. Il ne lui reste que peu de temps à côté pour... attends, j'ai l'esprit qui divague. Oui, pour Ilona. Donc effectivement, c'est des trucs que j'ai vu popper un peu sur Twitter à la fois. Poupette Kenza et Ilona, je voyais partout sur Twitter, Ilona, Julien, machin, je fais, de quoi il parle. J'ai pas plus calculé, puis je pense que c'est YouTube qui m'a suggéré la vidéo, parce que du coup c'est des vidéos qui marchent pas mal. Donc je me suis dit, ah tiens, on va regarder, ok, je sais plus comment elle s'appelle la vidéo, mais je crois que c'est peut-être La Vérité sur Julien ou un truc comme ça. Donc je me suis dit, ah bah je vais voir de quoi ils parlaient, tous ces gens. Et donc effectivement, en ce moment, l'univers de la télé-réalité nous donne à voir un peu des problématiques qui sont intéressantes à aborder d'un point de vue psy. Donc là, c'était sur la question de la parentalité, de la protection de l'enfance, etc., des placements et des placements et la question bah oui de l'emprise, ouais, ouais, c'est un gros sujet, hein. Je crois qu'il y a eu d'autres vidéos, hein, qui vont dans ce sens-là, mais il y a notamment celle-là qui est plus récente, quoi. Comment ça va, Nabil? Bienvenido. Comment va tout?
Cosa au fait, je sais pas, je sais pas ce que c'est censé vouloir dire. Donc Monsieur D qui lui est en télétravail, il passe tout son temps, il est accro à son téléphone portable, son travail l'occupe beaucoup dans la journée, il ne lui reste que peu de temps pour profiter de son petit garçon de 2 ans et demi. Pourtant j'adore mon petit garçon, et j'aimerais beaucoup que nous passions plus de temps ensemble, mais ma femme n'aime pas que je reste seul avec lui. Elle n'a pas confiance en moi et pense que je m'en occuperai mal. Ouf, c'est ouf. Ok, ça a l'air de bien se passer votre coparentalité, les gens. Ça veut dire, que faites-vous en créole? Ah ouais, cosa ou fait. Ok. Tant mieux, ça va. Écoute, moi aussi, ça va bien, hein. On vient de, je sais pas si t'étais là, on vient de regarder un bout de la vidéo de Poupette Kenza. Donc, on vient de parler de questions de parentalité et on est toujours sur la parentalité, là, avec Monsieur D, où voilà, la vie de couple a l'air de bien mal se passer. Donc, c'est gros sujet, hein, la question de la confiance. Et voilà, elle n'a pas confiance en moi, elle pense que je m'en occuperai mal, et du coup, il ne fait pas, et du coup, il le fait mal, etc. Bon, bref, une espèce de cercle vicieux comme ça. J'interroge alors Monsieur D sur sa relation de couple. Ah bah oui, c'est ce que j'aurais fait aussi. Celui-ci m'explique que depuis la naissance de leur enfant, son couple bat de l'aile. Et oui, plus de moments en amoureux, plus de relations sexuelles, des tensions constantes qui se finissent généralement en dispute. Alors, j'ai envie de dire plusieurs choses là-dessus. C'est que, effectivement, accueillir un enfant dans un couple, en particulier un premier enfant, c'est un changement. On change de statut, on devient parent, et donc on n'est plus juste un couple d'amoureux, en gros, on est un couple de parents. Donc il y a toute une relation qui a à construire, à la fois la relation avec l'enfant, mais aussi la relation entre parents. Et donc c'est là où c'est un peu foireux. Euh, Il y a quand même quelque chose d'assez fréquent que moi je vois dans mon taf. Sur la question des violences conjugales, ça arrive régulièrement que les violences conjugales arrivent au moment de la grossesse. C'est-à-dire que ce choc qui est la grossesse, qui est la naissance, etc., ça peut amener à déclencher des violences conjugales. En fait, ça va, en gros, c'est une espèce de crise, la grossesse et la naissance d'un nouvel enfant, et ça va un peu exacerber tout ce dont est fait la relation de couple. Et quand on a des gens qui ont des profils d'hommes violents, ça peut faire ressortir ça chez eux, quoi. Euh, ou parfois ça peut mettre fin au couple ou des choses comme ça, quoi. Donc lui, ce qu'il en dit, c'est de ce fait, quand j'ai fini de travailler, je me change les idées en allant sur mon téléphone. Ce que je voulais ajouter aussi, parce qu'il parlait de voilà, plus de relations sexuelles, etc. Ce qui est assez terrible, c'est que globalement, pour élever un nourrisson, un bébé, etc., peut-être que tu pourrais en parler, hein, Nabil. Toi qui es un expert des enfants, je crois que tu as eu ton deuxième enfant, là, si je me souviens bien. Félicitations d'ailleurs pour ça. En fait, le bébé a besoin d'être dans une relation, et c'est ce qu'on disait déjà un peu tout à l'heure, où il va être stimulé par les regards, par la manière de s'adresser à lui, par la manière dont on manipule son corps, de la manière dont on le tient, on le porte, etc. Et plus il est jeune, plus il a besoin qu'on soit complètement, j'ai envie de dire, obnubilé, accaparé par lui, quoi. Du coup, ce qui est assez courant, c'est que ce soit la mère qui effectue ces tâches-là et que le père se sente assez délaissé, ce qui est à la fois une réalité dans le sens où la femme ne va pas accorder autant d'attention à son homme que, donc je parle dans les relations hétérosexuelles, hein, que avant la naissance du bébé. En même temps, il y a un bébé qui est arrivé entre-temps. En fonction j'allais presque dire de la maturité de l'homme, je sais pas si je vais le prendre sur cet angle-là, mais en tout cas, de la capacité de l'homme à se décentrer, je vais le dire plutôt comme ça. Ça peut créer une crise dans le couple. Par exemple, la question des relations sexuelles, son enfant, il a quel âge? Il a 2 ans et demi.
Bon, il commence à être un peu plus âgé, mais en tout cas, dans les premiers mois de la vie d'un bébé, oui, oui, il y a des hommes dont, voilà, dont la femme a accouché, et puis dans la foulée, ils estiment que voilà, ils doivent pouvoir reprendre une vie sexuelle, quoi. Dans un truc qui est complètement, mais à l'ouest par rapport justement aux besoins de l'enfant et à comment la mère rentre dans ce rôle de mère, quoi. Et eux rentrent pas tellement dans le rôle de père, quoi. En tout cas, bizarrement, et peut-être que c'est d'ailleurs les mêmes qu'on va retrouver plus tard à filer un écran, à coller leur enfant sous l'écran pour ne sachant pas tellement comment passer du temps avec, quoi. En ce qui concerne Monsieur D, en tout cas, Monsieur D passe en effet une importante partie de son temps libre à jouer aux jeux vidéo sur son smartphone, mais également à placer des différents investissements financiers en crypto-monnaie. Monsieur D est un crypto-bro, ok. Il a ainsi installé plusieurs applications lui permettant de suivre le cours des différentes monnaies virtuelles et reçoit constamment de nouvelles notifications lui indiquant les moments où il serait intéressant pour lui de faire des achats et des reventes à la minute. Donc on voit comment il va être captivé dans son attention, il va être parce qu'il doit réagir assez vite. Ces notifications arrivent à n'importe quelle heure de la journée, que ce soit sur les moments de travail ou sur ses temps libres. De ce fait, Monsieur D ne peut jamais se séparer de son téléphone. Il dit « Il est toujours près de moi. Je me dois d'être réactif dès qu'une notification arrive. » Au fil des séances, Monsieur D me parle de sa vie sociale. Il sort voir des amis au moins une fois par semaine. Et je serais curieux de voir si la compagne de Monsieur D sort une fois par semaine aussi. Et apprécie grandement ses moments de coupure. Il part aussi régulièrement chez ses parents ou ses beaux-parents, accompagné de sa femme et de son fils. Voilà, ce qu'on va pas compter comme une sortie, pas une sortie entre amis en tout cas. Mais ce moment lui semble moins épanouissant. Car c'est... Parfois, c'est ouf, hein, comme on voit des clichés de couple hétérosexuel, mais bref. Car source régulière de tension dans son couple. Je lui demande alors si son téléphone portable est toujours près de lui dans ces moments-là. Avec la famille, oui. Avec mes amis, en revanche, je ne fais jamais attention à lui. Ah, putain, il a l'air de se faire chier avec sa famille, hein, c'est chaud. Parfois, je le laisse chez moi, sinon il reste au fond de ma poche et je ne le consulte pas. Voilà. Ça va mal se passer, hein, la vie de couple de Monsieur D, là, je donne pas cher. Bon, on va pas faire des prévisions sur la comète, mais quand même. C'est quoi? C'est pas des prévisions sur la comète, des plans sur la comète, mais bon. Nous retrouvons ici ce que bon nombre de personnes ont pu vivre lors du premier confinement de mars 2020, lorsque la pandémie de Covid-2019 nous a tous touchés par surprise. Il n'est en effet pas étonnant de voir que les chiffres de Santé publique France, dans les chiffres de Santé publique France, que le temps passé devant les écrans a considérablement augmenté pour 60% des Français. Plusieurs éléments peuvent expliquer cette consommation accrue. Tout d'abord, l'augmentation du télétravail a provoqué une hausse importante de la consommation des écrans à domicile, les parents travaillant sur leurs ordinateurs ou leurs téléphones, et les enfants et adolescents suivant également leurs cours à distance. Ensuite, les écrans ont pu aider à garder le contact avec les proches, que ce soit à travers des appels réguliers, des parties de jeux vidéo en réseau, des apéros virtuels, etc. Mais les écrans ont également servi à couper la relation avec les personnes confinées avec nous. En effet, nombreux sont les adolescents qui ont fait part de leurs grandes difficultés à être confinés avec leurs parents et leurs frères et sœurs, et nombreux sont également les parents qui ont partagé la fatigue qu'ils ressentaient à passer l'intégralité de leur temps avec leurs jeunes enfants. Donc, voilà, pendant le confinement, les gens étaient obligés de se fréquenter, mais genre longtemps, et genre vraiment, et ils se sont dit « Ah, mais c'est mieux quand on se voit pas trop, en fait ». Si nous prenons en exemple un parent seul, confiné avec son ou ses enfants, sans autre adulte avec qui échanger, nous pouvons comprendre en quoi l'écran pouvait lui servir à s'évader un peu de la relation trop rapprochée avec son enfant, afin de retrouver un temps pour soi ou d'entretenir un lien avec d'autres adultes. Donc il partait en mode, il allait sur les chats, il disait « Salut ASV, je me fais chier avec mes enfants », quoi. Dans ce contexte, les écrans peuvent donc servir de refuge pour se couper d'une relation trop envahissante ou trop angoissante. Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, et plusieurs autres raisons peuvent justifier l'augmentation du temps passé devant les écrans à partir du confinement. Cependant, nous pouvons ici comprendre un peu mieux la problématique de Monsieur D. Je me permets alors cette question.
Ne pensez-vous pas que ce temps que vous passez devant votre téléphone relève plus d'une difficulté à interagir avec votre femme ou à jouer avec votre enfant devant elle, plutôt qu'à une relation d'emprise que ce simple objet technologique aurait sur vous? Ça, c'est en gros la thèse de ce court bouquin. C'est en fait le téléphone, c'est pas la cause, c'est un symptôme d'une difficulté relationnelle. À ce moment, le visage de Monsieur D s'éclaire. Ce rapport si problématique qu'il entretenait avec son téléphone portable prenait désormais un tout autre sens. Plutôt que de chercher à corriger sa volonté d'aller sur son smartphone, il lui fallait peut-être aller chercher ce qu'il poussait à trouver refuge derrière cet écran. Après cette séance, Monsieur D ne m'a presque plus parlé de son rapport au téléphone. L'essentiel de ces séances était majoritairement tourné sur son rapport à sa femme, à sa famille, à son travail, à son enfant et à ses difficultés pour faire entendre son désir de passer des temps privilégiés avec lui. À ses difficultés, les difficultés à qui? Alors, à son travail, à son enfant, ses difficultés pour faire entendre son désir de passer des temps privilégiés avec lui. Alors, je ne sais pas de qui. Est-ce que c'est les difficultés de l'enfant à faire entendre à son père qui veut passer des temps privilégiés avec, ou c'est les difficultés du père de faire entendre à l'enfant qui veut passer des temps privilégiés avec? Je suis pas sûr. Le temps qu'il occupe derrière son écran s'est d'ailleurs très vite réduit au fil de la psychothérapie. Monsieur D a en effet réussi à s'entendre et à se faire entendre, et son refuge technologique ne lui était plus tellement utile. Petit à petit, les relations avec sa femme se sont améliorées. Tiens, je me demandais ce que ça devenait avec la femme. Je vous avoue que je sentais mal le truc. Je sentais un peu le scénario hétérosexuel, j'ai envie de dire, un peu aller droit dans le mur. Et il réussit à passer de plus en plus de temps de qualité avec son fils. Ok, ça c'était donc Monsieur D. Passons maintenant à Madame B et ses enfants. Madame B, que je reçois en psychothérapie depuis plusieurs années maintenant, m'a également questionné sur son rapport au téléphone portable. Madame B est une femme de 42 ans, divorcée et mère de 2 enfants handicapés. Son rapport avec ses enfants est parfois compliqué, notamment lorsque les troubles comportementaux de ceux-ci sont exacerbés. Le père est assez peu présent dans la vie de ses enfants. On dirait un peu le futur de Monsieur B, ça, hein, mais bref. Et Madame B doit s'occuper seule de toutes les formalités administratives ainsi que de tous les achats et accompagnements du quotidien. Madame B nous dit « J'adore mes enfants, mais parfois j'ai l'impression de ne plus avoir un seul temps pour moi. Je n'ai pas la télévision chez moi, mais j'utilise souvent mon smartphone. Dessus, je lis des livres, des bandes dessinées, je regarde des vidéos, peu importe ce que je fais, tant que je me sens isolé dedans. » C'est ainsi que Madame B a commencé à aborder avec moi l'une des difficultés qui la culpabilisait grandement, à savoir l'incapacité qu'elle avait à passer du temps de jeu avec ses 2 fils. S'occupant constamment des sorties, des accompagnements dans les écoles ou vers les professionnels de soins, mais aussi des tâches ménagères et autres obligations parentales, le tout avec ses enfants, elle ressentait parfois le besoin de se retrouver seule. J'avoue que là, on sent que c'est un peu la galère pour Madame B, c'est chaud, parce qu'effectivement, vu que ses enfants ont un handicap, elle est déjà très très impliquée. Et donc, elle a plus vraiment l'énergie, voilà, quand elle a fait les tâches ménagères, les sorties, les machins, quand elle a fait tout ce qui relève du soin et de s'occuper de ses enfants, pour ce qui reste du jeu, en gros, elle est cramée, quoi. Elle a besoin d'être dans sa bulle, quoi. Et le daron n'est pas aux alentours. Son refuge se trouvait alors être son smartphone. Unique outil qu'elle avait trouvé pour couper un peu de sa relation avec ses 2 petits. Et le seul moment de la journée qu'elle avait trouvé pour en profiter était leur temps de jeu. Ok, donc les enfants étaient dans leur jeu de leur côté et elle en profitait pour être sur son smartphone. Après, on ne donne pas les âges des enfants. Je pense qu'ils doivent être plus âgés que les 2 ans et demi dont on a parlé, etc. Et que on n'est peut-être pas avec des enfants qui ont besoin d'être dans des échanges de regards avec leur mère, dans voilà, tout ce qu'on disait autour des bébés. J'ai l'impression qu'on a affaire là à des enfants plus âgés. Peut-être qu'il va en parler ensuite. Cependant, Madame B culpabilisait, pardon. C'est en larmes qu'elle m'expliquait qu'elle savait à quel point il était important qu'elle s'amuse avec ses enfants. En plus, elle culpabilisait la pauvre. Et à quel point elle s'en voulait de ne pas leur proposer des temps de jeu partagés. Lorsque ceux-ci jouaient et l'appelaient pour les rejoindre, ah ouais, c'est chaud.
Elle ne pouvait réussir à maintenir son attention plus de 5 minutes avant de se réfugier à nouveau dans son téléphone portable. Ouais, c'est chaud, on sent qu'elle est un peu isolée, cette dame, et que, en plus, elle se culpabilise, etc. En fait, elle est cramée, quoi. Tout ce que ça lui demande déjà de passer la journée, et ensuite, elle peut pas passer plus de 5 minutes avec, quoi. Elle a besoin de recharger, quoi. Même si les phénomènes de technoférence parentale, et je sais que vous êtes des professionnels maintenant de la technoférence parentale, ces phénomènes-là sont associés à des troubles comportementaux externalisés chez les enfants. L'inverse est également vrai. Les troubles comportementaux chez l'enfant peuvent être un facteur prédictif d'une plus grande technoférence parentale, conduisant vers le risque de l'installation d'un cercle vicieux, dans lequel le parent, stressé par les troubles du jeune, cherche dans son téléphone une échappatoire. Donc, en effet, le fait que les parents soient à fond sur leur téléphone, ça peut causer des troubles comportementaux, mais le fait que les enfants aient des troubles comportementaux, ça peut amener les parents à se réfugier plus en plus dans le téléphone. Et du coup, voilà, c'est là-dessus qu'on rentre dans un cercle vicieux. Malheureusement, la technoférence parentale qui s'installera alors pourra accroître les troubles comportementaux en générant un fort sentiment de frustration et un besoin de reconnaissance inassouvi. Sympa l'ambiance, ah, c'est chaud, hein. Chez Madame B, les troubles comportementaux de ses enfants, ajoutés au peu de temps libre qu'elle pouvait avoir dans ses journées, la poussaient à trouver refuge dans son téléphone portable. Il a donc fallu l'accompagner vers le fait de trouver du soutien humain parmi sa famille, ses amis. Donc moi je me demandais, voilà, je disais qu'elle était un peu isolée. Pour moi, c'est là qu'elle peut avoir des ressources, effectivement, vers les proches. Donc elle a quand même de la famille et des amis, pour ne pas la laisser seule dans cette relation parent-enfant trop envahissante pour elle, tout en lui redonnant goût au jeu partagé avec ses enfants, lui faisant découvrir une autre relation que celle consistant en la réalisation des obligations quotidiennes. C'est-à-dire, ouais, c'est ça. C'est sortir de faut faire ci, faut faire ça, etc. De juste s'occuper des enfants pour que les choses se passent bien. Pouvoir s'accorder des temps de jeu, de juste prendre du plaisir avec les enfants, mais en même temps, ça veut dire avoir, d'être suffisamment libre mentalement, d'avoir pu un peu recharger ses batteries pour pouvoir prendre du plaisir de passer du temps avec les enfants, juste jouer, quoi. Une fois qu'elle a pu retrouver le goût des temps d'interaction ludique avec ses enfants, Madame B fut bien moins accrochée à son téléphone portable et le réservait plutôt à ses moments de repos solitaire une fois ses petits couchés. Ouais, au début, quand ça parlait de téléphone, et je comprenais pas pourquoi elle était citée dans ce texte, je pensais que c'était plutôt justement quand les enfants étaient couchés. Mais là, effectivement, c'était pendant qu'ils jouaient parce qu'elle ne pouvait pas jouer avec eux. Elle avait besoin de se réfugier dans le téléphone. Bon, c'est tant mieux si ça a pu un peu être amélioré. Le smartphone dans la relation parent-adolescent. Aïe. Aïe. J'en parlais la semaine dernière aussi. Moi, dans mon travail, je vois souvent, vu qu'on organise des visites par enfant, on voit souvent les adolescents, c'est compliqué de base, et beaucoup d'adolescents se réfugient dans le téléphone, sont dans leurs jeux, sont dans leurs trucs, parce qu'ils ne veulent pas, ils refusent de parler à leurs parents, et que on a un cadre un peu particulier qui fait qu'ils sont obligés, c'est un peu comme le confinement, quoi. Ils sont obligés d'être en présence de leurs parents, là où dans la vie habituellement, bah, tu croises ton parent, puis tu vas te réfugier, tu vas sur l'ordinateur, tu vas dans ta chambre, etc. Tu vas sortir avec les copains. T'as un moment où tu peux un peu... T'es pas constamment en présence du parent, quoi. Là, nous, on dit, voilà, ça dure 2 heures et tu vas être constamment en présence du parent. La souplesse qu'on a, c'est que, voilà, c'est des visites qui sont ordonnées par un juge aux affaires familiales, donc le parent hébergeant est tenu d'amener son enfant. Donc son ado. Donc nous, on exige que l'ado soit présent dans les locaux. Maintenant, on n'exige pas que l'ado soit en communication, en relation, soit collé à côté de son parent. Évidemment, c'est pas ça le but, mais l'ado peut tout à fait passer le temps de visite à l'autre bout de la pièce ou à l'autre bout des locaux. Mais bon, ça voudrait dire qu'il y a un problème dans la relation, quoi. Les jeunes avec leur TikTok et leur challenge de député influenceur. Salut Contre-Soirée, comment tu vas?
Comment tu vas, très cher? Donc on continue là le livre d'Olivier Duris et on passe à la relation parent-adolescent, comment le smartphone joue là-dedans. À l'inverse de ce que nous avons décrit précédemment, nous pouvons voir que la place qu'occupe le téléphone portable dans la relation parent-ado est bien différente. En effet, l'adolescence est une période du développement caractérisée par la recherche d'une plus grande autonomie et d'une plus grande indépendance par le jeune, notamment dans ses prises de décision et dans ses relations sociales et affectives. Ce temps de développement est parfois difficile à supporter pour les parents, qui rapportent même parfois ne pas reconnaître leur petit. Et oui, ce n'est plus un petit. Ce dernier s'isolant plus souvent dans sa chambre, voilà, c'est ce dont je parlais, participant moins aux activités familiales, etc. L'adolescent utilise d'ailleurs majoritairement les outils numériques et même, bon, là on va rentrer dans une génération qui n'est plus le cas parce que nous on a grandi avec les outils numériques, mais nous on était quand même mieux formés que nos parents à ces outils-là. Même on expliquait aux parents, et peut-être même on le fait toujours, mais je crois que ça, les parents commencent à maîtriser un peu le truc. Mais comment marchent les téléphones et tout, mais tiens, vas-y, fais ça là sur mon téléphone, etc. Voilà, on a connu un peu ces périodes-là. Là, on va avoir une génération de gens dont les parents, c'est-à-dire nous, en tout cas notre génération, connaît très bien, connaît très bien Internet et les réseaux sociaux et tout. Peut-être qu'on connaît un peu moins, moi en tout cas je suis pas beaucoup sur TikTok. Peut-être qu'on connaît moins leur TikTok, leur challenge de député influenceur. Fatigué, mais ta lecture va me bercer peinard. Bah vas-y, endors-toi tranquillement au rythme de cette lecture. Je t'ai programmé le lecteur VHS pour enregistrer. Question pour un champion. Bah, c'était un peu ça, ouais. C'était un peu ça, toute l'époque, les débuts d'Internet et tout. Les parents étaient largués, hein, vraiment. L'adolescent utilise d'ailleurs majoritairement donc les outils numériques, les réseaux sociaux. Voilà. Vous vous rappelez de cette période où les parents disaient fais attention, Facebook, Internet, machin. Maintenant, c'est eux qui sont sur Facebook à croire les trucs complotistes et tout. On dit ah, ils sont sur Facebook et sur WhatsApp, quoi. Donc réseaux sociaux, smartphones, jeux vidéo en réseau, pour se connecter avec ses amis tout en se déconnectant de ses parents. Cette déconnexion ou cette évasion de la relation ne peut cependant avoir lieu qu'à partir du moment où le sujet est suffisamment immergé dans les univers proposés par son écran pour se couper de son environnement extérieur. Le regard est détourné et la réalité du sujet immergé se réduit pendant un temps à la réalité de l'univers dans lequel il est immergé afin de profiter pleinement de son expérience ici numérique. Ça, ouais, les chaînes WhatsApp, hein, c'est l'enfer. Hein. Moi, ce qu'on lit là, ça me rappelle totalement l'époque où je jouais au Meuporg. J'ai eu une période Meuporg, évidemment. J'ai été adolescent. Et donc, oui, tout à fait, on s'immergeait dans la réalité de l'univers du Meuporg. Il y a toujours un peu de ça, toujours une grosse crainte des réseaux sociaux, mais au final, c'est la même crainte que le fait que ton gosse se fasse embarquer par un inconnu dans la rue. Oui, tout à fait, tout à fait. Avec la particularité, c'est que là, ça peut se passer chez toi. C'est-à-dire que non pas on l'embarque, mais là, je pense plutôt aux questions de harcèlement scolaire qui continue sur les réseaux sociaux, où il y a des choses où ton enfant peut ne pas être protégé alors qu'il est en ta présence. Ça, c'est assez incroyable. Je mens toujours à ma mère quand je rencontre des gens d'Internet. Par défaut, on était tous à la fac ensemble. C'est-à-dire qu'elle a toujours un peu le truc de c'est dangereux, c'est des inconnus, on connaît pas, etc. C'est vrai, effectivement. Les trucs des harcèlements scolaires et tout sur les réseaux sociaux et les enfants adolescents, c'est quand même une dinguerie. Notre pratique clinique nous a ainsi montré que lorsqu'un sujet, adolescent ou adulte, dispose d'un smartphone près de lui, il vérifie très souvent s'il n'a pas reçu d'éventuels messages. Oh putain, comment j'ai grave ça. Tu regardes, tu sais, t'as pas eu de vibration, de notification, mais tu regardes, peut-être t'en as manqué, tu vois. Et se sent anxieux lorsqu'il en est séparé. Mais l'objet téléphone en lui-même est-il vraiment la cause de cet intérêt et de cette anxiété? Voilà, encore une fois, j'ai dit, c'est ça la thèse du truc. Le téléphone n'est qu'un symptôme, ça n'est pas une cause. Ne serait-ce pas plutôt le lien à l'autre qui est ici à prendre en compte? D'accord, donc en fait, quand vous vérifiez votre téléphone, ça veut dire que vous faites chier avec les autres, quoi. C'est ça qu'il est en train de dire. Hein. Un adolescent que je recevais en psychothérapie me disait un jour: je me fiche que mes parents me donnent un téléphone vieux d'il y a 7 ou 8 ans. Ah ouais, il est particulier l'adolescent quand même, hein. Tu veux pas être à la mode Tout ce que je veux, c'est pouvoir parler avec mes amis. Ah mais...
Bon, en même temps, quand moi je me projette dans mon adolescence, donc quand j'étais ado, les téléphones d'il y a 7 ou 8 ans, tu pouvais pas parler avec tes amis, hein, c'était des trucs... c'était trop vieux déjà. Il y a un changement de lieu de socialisation. Ouais, du coup, ouais, mais complètement, hein, avec Internet. C'est assez ouf parce que moi je me rappelle de l'arrivée de Facebook quand on commence à se mettre sur Facebook avec mes amis en 2009. Moi j'avais un pote, son truc c'était d'utiliser Facebook pour parler avec des gens dans le monde entier. Donc il ajoutait des gens qui venaient de pays étrangers pour pouvoir parler, voir un peu comment ça se passe leur vie et tout. Donc c'est vraiment différent. Alors que là on est dans un truc... déjà maintenant Facebook c'est pour les vieux. Ça va très très vite quand même, hein. Donc lui ce qu'il veut, voilà, c'est 7 ou 8 ans. C'est trop bizarre quoi. C'est pas la même génération effectivement. Pour pas parler à ses amis, aller sur les réseaux... moi, quand je pense, je suis ado et j'ai un téléphone d'il y a 7 ou 8 ans, je pense au Nokia 3310. Tu n'as pas les réseaux. Est-ce que vous vous rappelez le WAP? Vous avez connu le WAP ou pas? Avant que les téléphones puissent aller sur le web. Avant les smartphones, quoi. Ah, ça, voilà, ces jeunes-là ne connaissent pas ça, hein. Ils connaissent pas l'époque du WAP. Donc, qu'ils puissent aller sur les réseaux pour savoir ce qui se passe au lycée quand je n'y suis pas. C'est ainsi que le contenu, les applications installées et le lien possible avec les autres, et non le contenant, l'objet téléphone, qui est à questionner. D'accord, ce qui est à questionner, c'est surtout sur quelles applis il va et quel lien il a avec les autres, non pas le fait qu'il ait un téléphone dans la main, quoi. Il y a 7 ou 8 ans, c'était déjà l'iPhone 6. Non, mais moi, les iPhones, j'y connais rien. L'iPhone 6 ou l'iPhone 13, je ne sais pas c'est quoi la différence, hein. Pour la majorité des parents d'adolescents que nous avons rencontrés, dans le cadre de notre pratique clinique, nous avons pu constater que les smartphones servaient majoritairement aux parents à garder le contact avec leurs adolescents, par le biais des applications de messagerie comme WhatsApp, Snapchat. Putain, les parents, ils sont sur Snapchat et ils parlent sur Snapchat avec leurs enfants. Ah ouais. Ou via les messageries SMS. C'est trop bizarre comment les SMS, c'est vraiment devenu le dernier truc de messagerie, hein. Je sais pas si vous utilisez les SMS, mais moi, je crois que j'utilise les SMS juste avec mes collègues de boulot, hein. Des gens que je connais pas trop, quoi. Mais également à augmenter la surveillance parentale. Ah oui, c'est à ça que servent les... D'accord, ok. Notamment en contrôlant leurs activités en ligne. Voire même en installant une application permettant de géolocaliser le jeune à n'importe quel moment de la journée. Putain, vous êtes des dingues, les gens. Attends, 58, on va voir la référence quand même. Voilà. À ce sujet, un père me dit un jour... À la base, je voulais installer ce tracker dans le téléphone de ma femme. Oh putain, mais t'as un barge, gros. What? Car je pense qu'elle me trompe. Mais quoi? J'ai déjà voulu commencer sur le téléphone... Putain, t'as un grand malade. J'ai déjà voulu commencer sur le téléphone de mon ado pour vérifier si tout fonctionnait bien. Mais c'est un ouf. Nous pouvons ici comprendre en quoi la géolocalisation du téléphone d'un membre de la famille peut conduire à de bien nombreuses dérives. Putain, c'est un ouf. Ah ouais, Snap, ma collègue l'utilise pour voir où est son fils. Sérieux? Ah oui, c'est vrai que tu peux localiser les gens sur Snap. Waouh. Ah ouais, je savais pas que ça allait à ce point-là. Putain, c'est chaud de ouf. À ce sujet, il convient de rappeler qu'un... Putain, je suis choqué un peu. À ce sujet, il convient de rappeler qu'un niveau trop élevé de surveillance parentale peut empêcher les adolescents de satisfaire certains désirs d'autonomie et entraîner certaines conséquences négatives sur les relations parents-adolescents, augmentant l'hostilité du jeune envers ses parents. Ouais, et réduisant les occasions de dialogue familial. Ouais, n'enfermez pas vos ados, il faut laisser un peu de liberté, tu vois. T'es pas obligé de... c'est toujours, voilà, la mère suffisamment bonne, c'est un peu la même chose, mais à un niveau d'adolescent. C'est-à-dire que, voilà, il y a une juste distance à avoir avec les ados. Il me semble que c'est ça que Françoise Dolto appelle le complexe du homard. J'avoue que j'ai pas lu le truc, mais voilà. Faut être ni trop proche ni trop loin, et il faut aussi laisser quand même un peu de liberté, pas trop, mais un peu quand même, et de plus en plus. Parce que c'est un futur adulte, en fait, que vous avez devant vous. L'extrême inverse n'est bien évidemment pas préférable. Voilà, c'est ça. On est sur le juste milieu. Nous en conviendrons. L'objectif étant de trouver un juste milieu. J'arrête pas de pré-shot le texte, hein, mais au niveau de la surveillance parentale, et de ne pas se servir des outils technologiques pour tout savoir sur la vie de son jeune. Cela risquerait d'ailleurs d'entraîner un
plus grand désir pour l'adolescent de se séparer de sa famille. Ah oui, il va avoir envie de se casser, quoi. En utilisant dans la majeure partie des cas, les différents médias sociaux. Effectivement, ouais, il va d'autant plus vivre sur les réseaux sociaux, ou alors il va développer des tactiques pour avoir les réseaux officiels pour la famille et ses vrais réseaux, etc. Je suis choqué, les gens géolocalisent leurs enfants, l'autre il voulait géolocaliser sa femme, putain c'est un grand malade. Qui regardons-nous? Nous pouvons ainsi faire le constat que les téléphones portables offrent à leurs utilisateurs la possibilité de maîtriser la distance avec l'autre. De ce fait, là où les adolescents chercheront plutôt à utiliser leur smartphone pour se déconnecter de leurs parents et se connecter à leurs amis, les parents les utiliseront assez différemment et avec une pratique dépendant principalement de l'âge de leurs enfants. Le portable permettra de se déconnecter intentionnellement d'une relation trop proche, trop anxiogène, ou trop culpabilisante avec les plus jeunes enfants, dans le but de se connecter avec d'autres adultes ou de fuir la relation, tandis qu'ils serviront à garder le contact à distance avec un adolescent trop éloigné physiquement. Ces éléments sont d'ailleurs très importants à prendre en compte par tout éducateur ou thérapeute qui recevra des adolescents et leurs familles afin d'évaluer les capacités d'autonomie des adolescents et les angoisses de séparation propres à chacun. Parce que l'éducation, c'est juste la gestion de la séparation, la gestion graduelle de la séparation. Des enfants chauves, quoi. Attends, quoi? C'est comme ça qu'on crée des Eric Ciotti, faites gaffe. Laissez de la liberté à vos ados, des enfants chauves, putain. Faites très gaffe, ne fabriquez pas de fachauves, n'est-ce pas? Le smartphone est à considérer aujourd'hui comme une source de divertissement et un moyen de sociabilité. Par sa capacité à être constamment connecté, il nous permet de toujours nous sentir accessibles aux autres. C'est ce constat que l'on peut retrouver dans le fameux FOMO, Fear of Missing Out, que l'on peut traduire par la peur de manquer quelque chose. Et c'est ça ce truc de, voilà, quand on n'a pas de notification, mais on vérifie qu'on ne l'a pas raté, il notifie quand même. Tu vois. Alors qu'en vrai, les notifs, que tu la vois maintenant ou dans 8 heures, ça change rien du tout. Hein. Il n'y a jamais d'urgence. Hein. Il y a rarement des urgences. Et quand il y a urgence, les gens savent vraiment contacter, quoi. Anxiété ressentie lorsqu'un sujet craint constamment de ne plus avoir de connexion Internet, risquant de manquer une nouvelle importante qui pourrait apparaître et avec laquelle il pourrait alors interagir. Et oui. Et d'ailleurs, Twitter joue vachement là-dessus, parce que Twitter est vachement sur de l'actualité, donc techniquement, tu peux toujours rater quelque chose sur Twitter, mais la plupart du temps, tu rates rien, quoi. Néanmoins, nous pouvons également faire le constat que cette angoisse de la déconnexion n'est pas seulement due à la peur de manquer quelque chose en ligne, mais également de ne pas être joignable par les autres. Et ouais, ça c'est quelque chose d'important, parce qu'en fait, on est tellement maintenant tout le temps joignable par tellement de biais. Tu peux rater une rêve de même. Ouais, bah c'est ça. Hein. Mais en vrai, tu rates Twitter un jour. Parfois, tout le monde fait la rêve et t'es perdu. Tu dis, waouh, putain, j'ai raté un truc. Ou alors quand ça apparaît pas dans ta TL, quoi. Et rigoler 20 minutes après tout le monde. Ouais, ça c'est les vrais risques. Hein. Ça, c'est la dureté de la vie sur Twitter. Un parent qui présente des difficultés à interagir avec son tout petit, dans une relation qui peut lui paraître trop envahissante, pourra ainsi facilement se détacher de ce trop-plein de relations en se dirigeant vers l'écran, lui permettant d'entrer en contact avec d'autres, éloignés de lui, mais facilement accessibles à distance. Et oui, on est à la fois loin et proche, et donc toujours joignable, mais en même temps un peu différemment. On n'est pas physiquement là, etc. Donc c'est la conclusion va toujours être la même, c'est-à-dire que le téléphone c'est un outil et ça dépend de comment tu l'utilises, mais effectivement quand tu as des problèmes relationnels, ces problèmes vont se répercuter sur l'usage que tu as de ton téléphone. Je suis sans doute encore en train de pré-shot le bouquin. A l'inverse, un parent présentant des difficultés à interagir avec son adolescent dans une relation lui paraissant trop distante pourra passer par le biais des écrans pour maintenir un contact avec lui. Dans ces deux situations, nous pourrons faire le constat que ce n'est pas l'objet téléphone en lui-même qui intéressera l'utilisateur, mais bien le lien à l'autre, manquant. Toujours rendu possible par la connexion constante offerte par le téléphone. Si nous regardons
notre téléphone si souvent dans la journée, ce n'est pas pour l'objet en lui-même, mais bien pour vérifier si nous avons une notification, si quelqu'un nous a écrit, si quelqu'un a pensé à nous. Et oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pensé à nous? Tiens, je vais regarder mes notifications, je vais voir si quelqu'un a pensé à moi. Ah oui, j'ai Moon qui m'a envoyé un lien sur Twitter et d'autres notifications. J'ai masse de notifications. Moi, c'est plus le premier inverse, quoi. Notre désir se tourne ainsi vers celui qui nous manque et vers ceux qui peuvent à tout moment nous désirer. Il est ainsi nécessaire de penser le téléphone portable comme un objet permettant de jouer sur la distance avec l'autre, nous rapprochant de ceux qui peuvent être considérés comme trop éloignés et mettant de la distance pendant un temps avec ceux qui peuvent nous paraître parfois trop proches. Cet usage n'est bien évidemment pas celui que nous recommandons. En effet, dans le cadre d'une relation parent-enfant ou adolescent, il reste essentiel que les écrans, qu'ils soient interactifs ou non d'ailleurs, puissent être utilisés comme des supports d'échange et de dialogue mutuel, car c'est par cet usage qu'ils pourront améliorer les relations entre parents et enfants et offrir des moments d'interaction familiale riches et surtout partagés. Voilà. Les réseaux sociaux te laissent le choix entre communication active ou passive quand t'en as marre de tes enfants, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc ça, c'était voilà, le chapitre qu'on a là. Voilà, c'est le dernier chapitre qu'on lit pour aujourd'hui. Il nous restera un chapitre qui est une campagne pour un usage raisonné des écrans. L'association 3, 6, 9, 12+, voilà, qui gradue un peu voilà, comment on utilise les écrans à tel âge, à tel âge, à tel âge. C'est ce qu'on lira la semaine prochaine. Et maintenant, comme vous voyez, on va passer à la lecture. On va terminer le bouquin d'Olivier Duris, donc, qui, je répète, est un doctorant en psychologie, donc psychologue, qui travaille beaucoup sur les jeux vidéo, la technologie, le numérique en gros. Et donc là, il s'est intéressé à comment les écrans jouent sur la relation parent-enfant. Est-ce qu'on peut donner des écrans à des enfants de moins de 3 ans? Ce qu'on a vu dans les chapitres précédents, c'est que oui, contrairement à ce qu'on croit, on peut donner des écrans à des enfants de moins de 3 ans dans la mesure où c'est pas juste donner un écran, c'est pas juste coller devant de la télé, c'est être dans l'interaction avec l'écran et avec l'enfant quand il est en interaction avec l'écran. C'est-à-dire d'accompagner ces moments où il y a des échanges avec l'écran. Voilà. Si l'écran est un outil de la relation parent-enfant, là, ça aide son développement. Par contre, si l'écran est là juste pour combler un vide dans cette relation-là, et ben c'est juste ce vide qui va s'installer, qui va grandir et qui va empêcher à l'enfant de se développer convenablement. Là, on arrivait au chapitre final qui s'appelle Une campagne pour un usage raisonné des écrans, l'association 3, 6, 9, 12+. Donc j'imagine que ça doit être une association. Je vois que ça parle de Serge Tisseron. Serge Tisseron qui est un psychologue et psychanalyste, je crois, assez réputé et qui a été le directeur de thèse d'Olivier Duris, donc voilà, avec qui il a déjà bossé, etc. Donc j'imagine que le sujet va être de dire à 3 ans, voilà comment on utilise les écrans, à 6 ans, etc. Voilà, de graduer un peu comme, vous savez, les trucs interdits au moins de 16 ans, au moins de 12 ans, etc. Donc, allons-y. Toute la question des outils numériques et de leur utilisation par les enfants adolescents et adultes est un problème de santé publique qui ne pourra se résoudre par la seule dénonciation de leur danger. Ça suffit pas de dire non, les écrans, attention, c'est danger, c'est caca. En tant que membre de l'association 36912+, créée en 2008 par Serge Tisseron, il me semble en effet essentiel de participer à l'encouragement au plaisir de la créativité et de la relation, que ce soit avec ou sans écran. L'association 36912+, s'est fixée pour objectif de s'atteler à la question de la place des écrans dans les familles et dans la société. Son but est d'apprendre à tous à mieux comprendre les intérêts et risques liés à l'usage des écrans et d'accompagner les plus jeunes et les adultes vers une découverte des écrans, vers une autre manière de penser les choses, apprendre progressivement à s'en servir pour mieux savoir s'en passer. Et il précise à chaque fois les adultes aussi, parce que ce que j'ai pas redit, c'est qu'on a appris le concept de technoférence parentale, c'est-à-dire comment la technologie va faire interférence dans le rôle de parent, dans le sens où
au lieu de s'occuper de son enfant, le parent va être comment dire, plutôt capté par les notifications qu'il y a sur son téléphone, etc. Et en l'occurrence, pas plus tard qu'hier, j'avais un rendez-vous avec une mère qui racontait comment voilà, le père de sa fille, euh, il était capté dans le téléphone, par exemple, fille de, je crois qu'elle avait 2 ans, quelque chose comme ça, où il va dans la rue avec, puis lui il est sur son téléphone et la fille est derrière alors qu'ils sont en train de traverser, de traverser la route. Il y a des choses, bon, c'est un père aussi qui est très immature, qui n'a pas bien conscience quand même du danger pour les enfants, mais il y a aussi de la technoférence parentale, il y a aussi comment, voilà, comment les outils technologiques dont le téléphone portable vont jouer sur la présence psychique du parent auprès de son enfant. Trois conseils. Trois conseils devraient guider les parents soucieux d'un bon environnement éducatif. L'alternance, l'accompagnement et l'autorégulation. Le premier, l'alternance, consiste à encourager la diversité des activités avec et sans écran, tout en privilégiant les pratiques créatives et interactives avec les outils numériques. Le second, donc l'accompagnement, implique de parler et d'échanger avec le jeune à propos de ce qu'il voit et fait sur les écrans, permettant ainsi à l'écran de devenir un outil de médiation dans la relation parent-enfant et de ne plus faire écran, il aime son jeu de mots, hein, de ne plus faire écran à la relation. Enfin, l'éducation à l'autorégulation, on change de page, se construit sur le long terme. Le parent nommant le temps d'écran et encourageant le jeune à toujours associer la pratique des écrans à une durée. Ça, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Moi, je vous avoue que je regarde pas, par exemple, les trucs qui disent t'as passé tant de temps sur Twitter, comme je suis tout le temps sur Twitter. Je préfère ne pas avoir, voilà, je dénie complètement. Je préfère ne pas savoir combien de temps j'utilise mon téléphone, mais ça, on a beaucoup de mal. C'est vrai qu'on n'y a pas été éduqué et peut-être que c'est quelque chose que notre génération de parents va devoir prendre en compte très sérieusement. Donc, d'associer la pratique des écrans à une durée afin qu'il puisse lui-même parvenir à cette autorégulation une fois l'adolescence atteinte. Si certains traits de l'adolescence, dont la passion, la transgression, le débordement, peuvent faire obstacle à limiter les temps d'écran, l'autorégulation, accompagnée dès la petite enfance, est un terreau qui y participera peu à peu. Et là, on pense à tous ces moments où on nous dit d'éteindre la PlayStation, voilà, où ça fait des stratégies en mettant start, en éteignant juste la télé, mais pas la console, voilà, tous ces trucs-là, effectivement, ça passe des temps d'écran incroyables. Pareil pour Insta, je suis dans le déni, ouais, je sais pas encore. 5h40 aujourd'hui pour toi, ouais. Non mais, incroyable. Incroyable le temps qu'on passe sur les écrans. Enfin, il nous paraît essentiel de partager aux parents des conseils positifs, ne cherchant pas à mettre en place d'injonctions culpabilisantes visant à limiter les pratiques, mais bien à insister pour remettre la communication et les interactions au centre de toute relation. Donc voilà, communication, communication, communication. Pour ce faire, la campagne des balises 3, 6, 9, 12+, propose différents conseils pour toutes les tranches d'âge de l'enfance à la fin de l'adolescence. Et t'as travaillé. Ouais. Ouais, non, mais c'est terrible, hein. Vraiment, on est toute une génération bousillée par les écrans. Mais bon, voilà. Il faut assumer et essayer de faire différemment pour la suivante, hein. Avant 3 ans, jouons, parlons, arrêtons la télé. À cet âge, l'enfant construit sa personnalité et son cerveau. Puis, plus il passe de temps devant les écrans, et moins il en a pour les jeux créatifs, les activités interactives, et d'autres expériences connectives sociales fondamentales. Des compétences telles que le partage, l'appréciation et le respect des autres, qui sont des acquisitions enracinées dans la petite enfance, s'en trouvent menacées. Alors ça me fait penser à un enfant que j'ai connu moi dans mon boulot, par rapport à la question du partage et du respect des autres. Je me rappelle que c'était un enfant. Alors, je ne sais pas quel était son rapport aux écrans. Je ne peux pas le dire du tout. Par contre, je sais que lui avait une mère schizophrène et qui, à l'époque où on a commencé à organiser des visites pour eux,
était complètement médiqué. Et voilà, vous savez que pour les schizophrènes, il y a la question de le temps de trouver le dosage. Et quand le dosage n'est pas trouvé, bah, les gens sont complètement assommés par les médicaments et donc voilà, ils sont là mais ils sont pas là, quoi. Donc il y avait très peu d'interactions, etc. Donc voilà, même sans la question des écrans, il y avait quand même assez peu d'interactions. Même si bon, l'enfant ne vivait pas avec sa mère, il la voyait en visite 1 heure, 2 heures, etc. Deux fois par mois. Euh, mais il y avait donc plusieurs familles qui faisaient les visites en même temps, et souvent il y avait cette famille-là et une autre famille, où c'était un père avec ses 2 filles qui souvent amenait à manger, etc. Il était beaucoup plus dans l'interaction lui avec ses filles. Et cet enfant-là, je me souviens très clairement de comment il enviait les filles de la bouffe qu'avait ramené leur père, quoi. Et comment il était... alors, il était assez jeune, il devait avoir 3 4 ans. Vraiment, il se pointait à la table en regardant avec envie ce truc. Et bon, le père, il y avait suffisamment pour tout le monde, donc il finissait par donner un truc. Mais je crois que... je pense qu'il y a une fois, peut-être 2, peut-être 3, où en fait, juste il prenait. Il prenait, voilà, il avait tellement envie, ça le dépassait, ça le débordait, il ne pouvait pas faire autre chose que prendre tout de suite cette nourriture qu'il voulait manger, quoi. Et il y avait ce truc-là de, voilà, sur le respect des autres, sur la question du partage, etc. Comment ça peut affecter quand on n'est pas suffisamment, justement, quand on sociabilise pas suffisamment avec son enfant. L'enfant doit acquérir à cet âge les 4 bases de sa socialisation future. Voilà, donc on y est. À chaque fois, je préchote. Le langage, les compétences motrices, les capacités d'attention et de concentration et la reconnaissance des mimiques. Le développement de ces compétences n'est pas aidé par les écrans et ne peut se faire que dans une relation vivante et interactive avec un adulte ou un autre enfant. Donc, est-ce qu'on arrive à être en interaction avec les autres enfants? À son âge, je jouais avec une orange, j'étais très heureuse. Ouais, je sais pas si on va avoir une génération de... Est-ce qu'on va reproduire ce genre de phrases ou pas? Moi, à ton âge, j'étais pas H24 sur Internet. C'était pas vos TikTok. La prochaine plateforme qui va suivre TikTok, je pense qu'on va faire le même coup, hein, finalement. En même temps, c'est les trucs dont on aime bien se moquer aussi sur les parents. Après, voilà, les enfants vont se moquer aussi de nous, hein, c'est comme ça. Ne laissons alors jamais un enfant devant un écran ou dans une pièce où un écran est allumé. Mais cela n'empêche pas de jouer de temps en temps avec lui en utilisant une application numérique amusante, tant que cela reste sur une période évidemment courte, en complémentarité avec les jeux traditionnels et toujours en usage accompagné et interactif. Donc voilà, les écrans ne sont pas interdits, toutefois il faut cadrer et plus l'enfant est jeune, plus il va falloir cadrer. Petit à petit, il peut passer un peu plus de temps, être un peu plus seul et compagnie. 3 à 6 ans donc. Limitons les écrans, partageons-les, parlons-en en famille. Partageons-les, c'est-à-dire on lui fait un compte Netflix, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir ça. Je vais faire Jones. Ça, je suis pas encore aigri, bah j'espère. Hein. Tu vois, toi tu penses que ça a déjà commencé, Curcuma? J'espère être encore un jour sur les réseaux, même en étant avant. Franchement, il n'y a rien de sûr. Hein. Moi, je vois TikTok, je suis déjà dépassé. Hein. Je suis très peu sur TikTok. Bon, je comprends le truc, hein, mais je vois, la dernière fois, je passais devant c'est un collège ou lycée. Je pense que ça doit être un lycée, mais les gens font tellement jeunes que pour moi, ça doit être des collégiens, quoi. Mais je pense que ça doit être un lycée en vrai. Je passais devant et je voyais, je passais à vélo et je voyais des jeunes ados qui sortaient du lycée, machin, et le réflexe était, je sors mon portable, tiens, mets-toi là-bas, vas-y, on va faire un TikTok et tout, et d'autres, elles commencent à danser et tout, et tu dis, mais, je sais pas, pour moi, de mon point de vue de trentenaire, c'est un peu la honte, quoi. T'es là, tu danses dans la rue, tu te filmes et tout. Mais eux, leur génération, c'est un truc normal. On fait un TikTok, quoi. Pour ce qui est des 3 à 6 ans, voilà, avant d'arriver à l'adolescence, à cet âge-là, l'enfant renforce ses acquisitions, commence son apprentissage de l'autorégulation. Donc lui-même, il va pouvoir se réguler. Les limites imposées au temps d'écran doivent en faire partie. Les temps restent bien évidemment relatifs en fonction de chaque vie de famille, des contenus proposés, et tant que l'activité est bien encadrée et accompagnée. Le temps d'écran doit être un temps de partage avec un parent.
En vrai, pour moi, c'est important d'être à jour sur les réseaux sociaux, comprendre ce qu'il y a dessus et les dangers. Voilà, moi, j'essaye d'être à jour, mais j'ai plus ou moins d'affinité avec certains réseaux sociaux et d'autres. Snapchat, par exemple, j'ai été sur Snapchat, mais j'utilisais très peu. C'est pareil, mais bon, c'est le même type d'application hein, dans les trucs très, je sais pas, très rapide sur du contenu très court, même si c'est de moins en moins vrai pour TikTok. Par contre, voilà, TikTok, vu que ça a une telle influence, les TikTok que je vois traîner par exemple sur Twitter, moi je trouve ça très drôle, il n'y a pas de souci, les snaps et tout, il y a plein de choses qui me font rire, hein. La différence, c'est que toi, t'avais pas TikTok, mais un caméscope. Ouais, c'est ça. Quand je vois des jeunes faire des danses, je trouve ça trop chou. Parce que généralement, ils sont en groupe et c'est une activité collective. Non, là, c'était pas le cas. C'était deux copines. Donc la meuf, elle était en train de danser seule et l'autre, elle la filmait et tout. Et justement, comme je passais, là, elles sont arrêtées. Mais il y avait quand même un peu de honte, quoi. Il y avait pas énormément de monde non plus dans la rue. Mais bon, elles faisaient ça à sortie de lycée, quoi. Elles venaient, tu sais, s'étaient mis un peu sur le côté. Et donc, en fond, il y avait leur lycée. Bon, il y avait des un peu des arbustes, donc tu voyais pas forcément ce que c'était, mais elle faisait ça vraiment devant le lycée, quoi. C'était vraiment le premier réflexe, c'est ça qu'on voyait qui m'a un peu interpellé, quoi. Jamais d'écran dans la chambre. Alors ça, bon là on parle de 3 à 6 ans, donc c'est normal, mais ça, voilà, ça, moi je me souviens quand j'étais jeune, quand ça me saoulait de regarder les films à la télé en famille, parce que les gens parlaient par-dessus, et parfois je voulais absolument regarder des films et tout, et ça me rendait ouf. Quand j'ai eu la télé dans ma chambre, franchement, les gens m'ont plus revu, hein. Non, c'est faux, mais vraiment, voilà, je matais les films dans la chambre et tout. Mais là, j'avais plus 12 ans, tu vois, c'est plus à cet âge-là, quoi. Pas 3 à 6 ans non plus. Jamais d'écran dans la chambre, donc les écrans doivent être dans une pièce commune. Évitons aussi de les utiliser le soir. Aïe aïe aïe. Les, j'allais dire LED, waouh. Waouh, 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 carrément. Échec pour moi déjà, j'en avais déjà une. Ouais, entre 3 et 6 ans, t'avais déjà 8 9 ans. Je sais plus vers quel âge j'avais, mais pas à 6 ans, c'est sûr. C'est sûr, pas à 6 ans. Donc j'allais dire les LED. Les LED perturbent les rythmes de sommeil. Et ouais, moi, on voit bien, moi, mon rythme de sommeil est perturbé. À table, pour calmer l'enfant, donc voilà, c'est là qu'on met la télé. L'utilisation des écrans pour récompenser l'enfant est également fortement déconseillée. Voilà, c'est pas en mode. Voilà. Le slogan pas de console personnelle avant 6 ans. Console personnelle, moi j'ai eu des consoles très tard. Donc je pense que c'était pas avant 6 ans non plus. Mais ouais, une console avant 6 ans, je pense que c'est assez courant quand même, hein. Une cathodique cassette. Attends, la PS1, c'est quelle année? C'est tôt, hein, PS1. PS1. La PS1, c'est 94. Ouais, c'est tôt, hein, quand même. Donc voilà, hein. La PS1, c'est très très tôt. Donc le slogan pas de console personnelle avant 6 ans, qui a été lancé en 2008 dans le cadre de la campagne 36912, signifie ne pas offrir avant 6 ans d'outils numériques personnels à l'enfant, car cela rend quasiment impossible sa régulation. Les outils numériques doivent être familiaux. Il est également important, ouais, parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi est-ce qu'il y a grand frère, grande sœur, et donc à quel point l'enfant a accès à la console, quand c'est une console plutôt pour le plus grand et tout. Les outils numériques doivent être familiaux donc. Il est également important de fixer une tranche horaire quotidienne à l'enfant afin de l'habituer à associer les écrans à une durée. Moi ça me fait juste remonter la frustration de quand on te dit de couper le jeu, là, ça c'est l'horreur, ça. Vraiment, quel enfer. L'ordi familial dans le salon, évidemment. Moi, mes débuts, c'était ça, hein. Je jouais à des Meuporg sur l'ordi familial comme ça. J'étais dans le truc et tout. Incroyable. Incroyable. À partir de quand j'ai commencé à avoir mon propre PC, je suis même pas sûr. Je sais même pas à quel âge. Peut-être au lycée, je sais pas. Je sais pas du tout. Enfin, n'oublions pas. Je sais pas. Ouais, ça veut dire que toute la période MSN. Putain, je sais même plus comment. Est-ce que j'avais un PC? Je pense que je devais avoir un PC à moi, je sais plus.
Enfin, n'oublions pas d'encourager les activités physiques et de création manuelle comme le pliage, le découpage, le collage, la cuisine, le bricolage, etc. Ils disent vraiment, voilà, fais ça avec ton enfant. Voilà. Tu prends des notes, tu fais tout ça. Le plus important reste évidemment que le parent puisse partager des temps d'écran avec son enfant et parle avec lui de ce qu'il voit et fait avec eux. Voilà. Passons maintenant de 6 à 9 ans. De 6 à 9 ans, créons avec les écrans. Expliquons-lui Internet. Ah, donc entre 6 et 9 ans, on peut dire, bon, je vais te parler d'un truc, c'est Internet. Tu connais Internet, petit? Ah, tu vas voir. Tu vas voir ce que tu vas voir. De 6 à 9 ans, c'est l'apprentissage des règles du jeu social. C'est aussi l'âge à partir duquel l'enfant peut découvrir les outils de création numérique. Photographie numérique, donc il commence à toucher un peu Photoshop. Hein. Application d'apprentissage de programmation comme Scratch Junior. Je connais pas Scratch Junior. Logiciel de montage photo ou vidéo, voilà. Donc Photoshop, il commence à aller sur Windows Movie Maker et tout, ça devient un crack, quoi. Invitons l'enfant à créer avec les écrans. Commençons aussi à parler avec lui de l'âge. Oui, commençons à parler avec lui de l'âge où il aura son premier téléphone. Donc voilà, un peu comme je vous disais, il y a des objectifs. Non, tu n'auras pas de téléphone, Timothée, mais quand tu auras 12 ans, tu pourras avoir ton téléphone. Tu pourras avoir un Nokia 3310. Est-ce que tu connais le Nokia 3310, Timothée? Tu vas voir, c'est révolutionnaire. En tout cas, ça l'était à l'époque où c'est sorti. Commençons aussi à parler avec lui donc de l'âge auquel il aura son premier téléphone. Abordons avec lui des questions comme le droit à l'intimité, le droit à l'image. Ah ouais, droit à l'image et tout. Ah ouais, ok, formation en droit. Enfin, fixons des règles familiales qui interdisent notamment les mobiles pendant les repas pris en commun et dans les chambres la nuit. Cette interdiction pendant les repas doit d'ailleurs autant concerner les enfants que leurs parents. Là, vraiment, c'est un peu un guide d'éducation. On dit même que nous, on n'a pas le droit au téléphone pendant le repas. Dis donc. Enfin, achetons à chacun un réveil pour éviter de s'en servir comme excuse pour la présence du téléphone dans la chambre. Ouais, ça, c'est les trucs des parents, hein, je pense qu'ils savent déjà. Hein. Scratch, c'est sympa, 5 minutes, ok. J'ai vu des gosses coder des Pac-Man. What? Ok. Tu l'as eu à 9 ans, le téléphone portable. Le moment où ma mère passe derrière moi quand je faisais des jeux sur jeux.fr où je devais habiller des genres de poupées, elle a cru que c'était un truc porno. Parce qu'on voyait les pixels à moitié du H cap. Le truc, c'est que nous, on a eu une génération de parents qui captaient rien à Internet, donc c'est. Voilà, en plus, ils étaient flippés. C'est souvent la blague qui est faite, c'est. Les parents qui disaient fais attention sur internet, hein, fais attention aux inconnus, faut pas croire tout ce qu'il y a sur internet, hein. Ils sont les premiers à être ultra crédules, à faire des posts Facebook cringe et tout. Bref, offrir un jeu vidéo, c'est plus sympa. Ouais, ça peut être plus sympa. Hein. En plus, Olivier Duris a des discours sur les jeux vidéo qui, je pense, peuvent être intéressants. Mais ouais, l'époque de jeux.fr, ce qui fait penser que bah, je pense que je vais avoir 12 ans à cette époque-là. Moi, j'allais traîner à la médiathèque et tout, à la Cité des Sciences. C'était incroyable. Vraiment, quelle époque. Quelle époque. Donc, de 9 à 12 ans, apprenons-lui à se protéger et à protéger ses échanges. Les enfants, qui passent beaucoup de temps devant les écrans, présentent une baisse des capacités d'attention et de concentration. Leur cerveau s'habitue à suivre ou enchaîner des mouvements ou des actions plutôt que de se mobiliser volontairement sur une tâche. Donc ils n'arrivent plus à se concentrer. C'est eux, on est actuellement dans l'économie de l'attention. Tu regardes une vidéo YouTube, dans les 5 secondes, il faut que ton attention soit captée. Voilà, donc il y a l'habitude que tous les 5 secondes, il se passe quelque chose éventuellement. Et donc s'il faut se concentrer plus de 5 secondes, bah, ça commence à devenir compliqué. On est habitué à ce qu'on change. Dans 5 secondes, on change. Un peu comme je vous ai fait là, on est sur la vidéo, tac, on fait pause, on passe à une bande-annonce et tout. Voilà. On est habitué à ce que ce soit comme ça tout le temps, quoi. Encourageons le préadolescent à gérer son temps d'écran distractif en l'invitant à utiliser un carnet du temps d'écran. Donc on nous donne quelques tips. Parlons aussi avec lui de ce qu'il voit et fait avec les écrans. Expliquons-lui également les 3 règles d'Internet. Quelles vont être les 3 règles d'Internet? Pour moi, on va parler de la règle 34. C'est un peu tôt quand même pour parler de ça, non? Donc, les 3 règles d'Internet, tout ce qu'on y met peut tomber dans le domaine public. Tout ce qu'on y met, il restera éternellement. C'est vrai que c'est important d'apprendre ça aux enfants et assez tôt. Il ne faut
pas forcément croire tout ce que l'on y trouve. Ça, les parents savent déjà le raconter à leurs enfants. Mais c'est vrai que les autres choses, justement, comme on a des parents qui n'étaient pas habitués à Internet, n'ont pas eu cette expérience-là et n'ont pas pu prévenir vu que ça, c'était en train d'arriver. Aujourd'hui, on sait que fais gaffe à ce que tu mets sur Internet. Ça, tu peux le retrouver 20 ans plus tard, quoi. Je crois que ce qui me fait peur, c'est d'être aussi dépassé que ma mère en vrai. Non, pas la rectangle. Oui, oui. Non, mais on peut pas être aussi dépassé que la génération de nos parents parce que nous, on a grandi avec Internet. Il y a quand même des trucs où, voilà, on est assez repéré sur comment ça fonctionne et tout. Alors, il y a des choses nouvelles qui arrivent et tout où on peut être un peu largué, mais quand même pas à ce point-là de, tu sais même pas comment ça fonctionne. Enfin, ouais, ouais. J'allais dire, il y a une génération, mais je pensais plus à une génération plus vieille où même envoyer un mail, c'est déjà tout un monde. Je dis ça parce que j'ai vu un court-métrage au festival de court-métrage de Clermont-Ferrand où c'était en gros l'histoire d'un vieux qui reste un peu enfermé chez lui et tout, qui est pas sociable du tout. Et en fait, son seul contact avec l'extérieur, c'est le livreur. Je sais plus si c'est livreur Amazon ou livreur de pizza. Je crois que c'est des colis, donc je crois que c'est plutôt genre livreur Amazon, quoi. À un moment, il se fait livrer un ordi portable. Mais en fait, il sait pas utiliser les ordis. Et il doit envoyer un mail. Donc déjà, faut comprendre le fonctionnement d'un PC. Et ensuite, il y a une réplique où il dit ouais, alors là tu vas sur le navigateur. Et donc le gars lui répond c'est qui lui? C'est pour dire à quel point voilà, il y a des choses qui sont évidentes quand on a l'habitude d'utiliser des PC, mais qui en fait si tu y connais rien, c'est tout un monde. Il y a un nombre de connaissances à avoir pour pouvoir arriver à envoyer un mail. C'est quand même vaste programme quoi. Donc voilà, je pensais à cette génération-là qui est génération complètement perdue numériquement, pour qui voilà, on propose des gens qui vont faire voilà, aider à faire des démarches et tout, qui sont nos vieux quoi. Par précaution, retardons le plus longtemps possible le moment d'acheter un téléphone mobile à notre enfant. Donc à partir de 22-23 ans, on dit le plus longtemps possible, ça me semble raisonnable. Préférons un appareil aux fonctions et aux forfaits limités. Putain, vous vous rappelez les forfaits limités? Waouh, quelle époque! Quelle époque! Quand tu faisais du hors forfait, tu te faisais défoncer. Quelle époque! Et installons une application qui limite le temps qu'il peut passer dessus. Intéressant, intéressant. J'ai plus de crédit. Ah ouais, ça n'existe plus, ça. J'ai plus de crédit. Je me rappelle, hein, fallait acheter les recharges et tout, 5 euros, 10 euros. Ça a l'air d'être un monde, mais c'est ouf, quoi. C'est toi qui es l'époque, ouais. Mickey, ouais, Mickey, il est encore dans des... Salut, le guide barbu. Mickey, il est encore là-dedans, c'est vrai, c'est vrai. Lui, il est bizarre. Ouais. Donc, après 12 ans, voilà, on en arrive aux adolescents. Il faut rester disponible. L'adolescent cherche ses repères de plus en plus en dehors de sa famille, mais il a encore besoin de l'attention affectueuse de ses parents, même s'il fait tout pour croire le contraire. Plusieurs études indiquent que l'utilisation des réseaux sociaux par les adolescents est plutôt bénéfique. En effet, celle-ci augmenterait le sentiment d'être en lien avec les pairs, réduirait la sensation d'isolement et favoriserait les amitiés existantes. Donc, a priori, les réseaux sociaux, c'est lourd. Mais son usage pathologique correspondrait à une fuite face à une situation réelle vécue comme insurmontable. Dans ces situations, une réduction contrainte du temps d'écran a peu de chances de réussir. L'important est bel et bien de comprendre le problème sous-jacent qui provoquerait cette fuite. Donc les écrans ne cherchent jamais le problème en soi, il faut toujours chercher qu'est-ce qui fait qu'il y a un usage pathologique, pour reprendre le terme, des écrans. C'est ça qui est intéressant. Mickey m'a sorti l'année dernière, je n'ai pas de crédit, il a vraiment dit ça. Ça me rend ouf. Mais comment on peut vivre dans ce monde encore en 2022? Ce monde existe encore quand tu prends un tel de manif. Ouais, je vois ça. Attends, c'est vrai que j'ai un deuxième téléphone. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le Wisebot. Je vous raconte les dessous de ce stream. Lui, c'est le Wisebot. C'est un petit gars, il est là, il est avec nous, il est bien, tu vois. Ce que j'aurais aimé, c'est de renommer le Wisebot. Pour ça, il me faudrait un deuxième numéro de téléphone.
Donc je me suis dit, ah, je vais demander à des proches, mon frère, ma soeur, ils s'en foutent, ils vont pas, certains vont pas se créer de compte Twitch. Donc je leur demande le téléphone, parce que ça demande de créer un compte Twitch. J'ai envie de créer le compte Twitch, enfin j'ai créé le compte Twitch Jackabot. Attends, je vais faire un SO. Comme ça. Est-ce que ça marche ou pas? Voilà. Est-ce que le compte marche? Voilà. Ça, ce sera le futur compte de mon bot. Voilà, qui est en train de streamer mon stream. Et du coup, il y a mon stream à l'infini ici. Bon. Ça, c'est voilà, c'est le Jackabot. Voilà, c'est le futur de Wisebot. Mais tout ça pour dire que vu que j'ai un deuxième téléphone, je pense que je vais l'utiliser. Je vais me prendre une puce pour pouvoir à la fois avoir le Jackabot, mais aussi pour avoir un téléphone de manif. Parce que ouais, ça commence à devenir hardcore les flics qui prennent ton téléphone quand tu finis en GAV. Non merci, non merci. Les informations sont précieuses. Voilà, l'utilisation des données, l'accès aux données, non merci, non merci. Les big data. T'as fini en JAV? Non, j'ai pas fini en JAV, mais voilà, on sait comment ça se passe, quoi. On est renseigné, on sait que voilà, maintenant ils peuvent demander à accéder à ton téléphone et que dans tous les cas ils vont finir par y avoir accès. Donc c'est chiant de ouf. Bon, dans ces situations, une réduction contrainte du temps a peu de chances de réussir. L'important est bel et bien de comprendre le problème sous-jacent qui provoquerait cette fuite. Donc toujours, voilà, ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'utilisation pathologique de l'écran. Les profils sur les réseaux sociaux doivent cependant être paramétrés en mode privé et les liens noués à travers les écrans. À commencer par les relations, à commencer par les réseaux sociaux et les jeux vidéo. Donc, les liens noués à travers les écrans sont bénéfiques s'ils sont maintenus et renforcés par des liens dans la réalité, notamment avec les camarades d'école. Donc, voilà, il ne faut pas qu'ils jouent avec je sais pas qui est je sais pas où, mais plutôt avec voilà, les gens qui connaissent, quoi. Donc, on va revenir à l'infrarouge de la Game Boy Color. Voilà, vaut mieux jouer en direct, comme ça on est sûr que c'est entre copains. Il faut bien faire attention à empêcher l'utilisation du téléphone mobile la nuit dans la chambre. La réduction du temps de sommeil a des conséquences problématiques sur la mémoire, l'humeur, les capacités d'attention et de concentration, l'alimentation et, bien entendu, les performances scolaires. C'est une vidéo de Sylvain qui parle de l'outil utilisé par la police pour fouiller dans son téléphone. Ça fait flipper. C'est quel outil? Je suis pas sûr de l'avoir vu cette vidéo-là. La dernière vidéo de Sylvain, c'était peut-être là-dedans. C'était une succession de plein de choses. Ça m'a saoulé, je ne l'ai pas regardé en entier. Cadrons le temps sur les jeux vidéo. L'accroissement des capacités de décision et d'action rapide se fait aux dépens des compétences dédiées à la prise de recul et au contrôle des impulsions. Donc, à la fois, les jeux vidéo vont développer les capacités de prendre des décisions, d'être dans l'action rapidement, mais en même temps, ça va aussi aller contre la capacité à prendre du recul et à pas être trop impulsif. Ainsi, incitons les adolescents à utiliser leurs appareils technologiques de manière ciblée, pour des activités précises et non par ennui. Ah oui, l'ennui, grosse question à l'adolescence notamment. Et à ne pas manger devant les écrans. Aïe, 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 il faut pas manger devant les écrans, hein, les ados. Aïe, aïe, aïe. Il semble également essentiel de rappeler aux parents à quel point ils doivent faire passer la communication avec leurs enfants avant l'utilisation de leur propre téléphone mobile. Et oui. Les règles de bon usage des écrans, et en particulier de la télévision et du smartphone, ne sont efficaces que si les parents donnent le bon exemple. C'est là qu'on est foutu. Hein. C'est là qu'on est foutu. Quel enfant va écouter le parent qui dit arrête de passer autant d'écran quand il passe lui-même 5h40 sur les réseaux sociaux? Ça va être difficile. Hein. Celebrate. Ah, Celebrate, je crois que je l'ai vu. Si, je l'ai vu, Celebrate. Je l'ai vu de ouf. Moi qui mange mon carré de chocolat devant ton stream. Ah, et franchement, le dernier chapitre, il est ultra dirigiste, hein, en mode faites pas ci, faites pas ça. J'approuve pas de ouf, quoi. Genre, tranquille.
Il y a un moment, on a aussi voilà, une marge de manœuvre aussi. Laisse les gens être parents comme ils l'entendent. Incitons-les alors à utiliser leurs propres appareils technologiques de manière ciblée, pour des activités précises et non par ennui. Attends, si tu redis la même chose que là-haut. Mais là, c'est pour les parents, c'est ça. À partager leurs expériences avec leurs jeunes. Oui, c'est ça, c'est pour les parents. Finalement, tout se joue dans l'interaction et dans l'échange. Cette phrase résume tout le livre. Finalement, tout se joue dans l'interaction et dans l'échange. Enfin, il paraît clair que pour profiter des écrans sans y passer trop de temps, il faut tout d'abord que nous nous demandions si c'est le plaisir que nous trouvons dans leur usage qui nous retient, ou bien le désir d'échapper à quelque chose ou d'oublier certains problèmes. Et oui, est-ce que c'est par évasion ou est-ce que vraiment ça nous fait kiffer l'usage qu'on a des écrans? Si l'écran est utilisé en tant que refuge, alors nous risquons de ne pas parvenir à nous en séparer, ce qui impactera forcément, les relations familiales et sociales. Conclusion, petite conclusion. Tu ne peux pas être toujours dans l'échange avec tes enfants. Bah oui, surtout ça dépend des âges, etc. Du coup, je comprends mieux pourquoi il répète autant tout au long de son bouquin. Attends, tu sens que son public c'est des parents flippés. Ouais, il y a moyen que ce soit le cas. Ouais, en tout cas, là, sur la fin, c'est bien. C'est en mode ça éduque les parents. Mais c'est possible que ce soit à destination des parents, ouais. Il y a bien moyen. Souvenir, une semaine sur deux, on mange au McDo avec ma mère, ma soeur, on regarde un film, super bon souvenir. Ouais, bah, je capte, hein. Ça nourrit ma culture cinématographique. Franchement, ouais, c'est lourd, hein. Vous faisiez pareil, vous. Pizza, vidéo future. Ah ouais, vidéo future. Je pense, j'ai jamais loué dans un vidéoclub, hein. J'ai jamais eu ce genre de pratique. Donc la conclusion, bon, normalement, la conclusion, on l'avait, hein. C'était tout se joue dans l'interaction et dans l'échange. Mais voyons ce qu'il va dire. Il y a quelques semaines, j'étais installé au restaurant avec une amie. Pendant que nous discutions, mon regard se perdait un peu dans la salle et s'arrêta sur une famille installée près de nous. Les deux parents mangeaient tranquillement ce qui se trouvait dans leur assiette, pendant que leurs deux adolescents étaient chacun de leur côté de la table, les yeux rivés sur leur téléphone portable, pianotant sur leurs écrans pour participer à ce qui ressemblait fortement, de loin, à des conversations en simultané. La première idée qui me vint alors en tête fut: eh bien, ce sera compliqué pour eux de communiquer en famille, ensemble, avec une configuration pareille. Je repartis alors dans ma discussion avec mon ami et ne fis plus attention à eux. Une vingtaine de minutes plus tard, ma curiosité me poussa à les regarder à nouveau. Les téléphones portables étaient tous rangés, mais chacun fixait son plat en silence. Personne ne se parlait. Putain, il a un discours presque réac. Réac, hein. Vous savez, maintenant, on voit dans les restaurants, les couples ne se parlent plus. Il y a un discours un peu comme ça. C'est un peu limite, je trouve, toute cette conclusion-là. Je suis reparti alors dans ma discussion avec mon ami, machin, une vingtaine de minutes plus tard, voilà. Personne ne se parlait ou ne s'échangeait un seul regard. Ce silence dura longtemps. Très longtemps. Trop longtemps. Je revoyais ces scènes de repas dans les vieux films, dans lesquels... Ah putain, ta référence, c'est les films en plus, mais de quoi parle-t-on? Olivier, voyons. Dans lesquels chacun était à table uniquement pour manger, où le seul bruit des couverts se faisait entendre, et où prendre la parole était un risque que peu de membres de la famille osaient prendre. À ce moment, je me trouvais alors à penser. Finalement, c'était bien quand ils écrivaient des messages depuis leur téléphone. Au moins, ils étaient en lien avec quelqu'un. Là, il va l'énerver. Non, la fin, elle rend ouf. Hein. On est vraiment full jugement. En plus, je vais faire un parallèle hasardeux, mais on dirait du Zemmour, là, se mettre en scène au restaurant et tout. Je trouve ça abusé, Olivier. Je trouve le livre est vachement intéressant, mais là, la conclusion, pour moi, ça va pas du tout. Hein. Les campagnes de prévention sur l'exposition des enfants et des parents aux écrans relèvent aujourd'hui du champ de la santé publique. Il est essentiel que les professionnels puissent évoquer avec les parents, je crois que c'est un peu aussi à destination des professionnels, hein, avec les parents, la place qu'occupent les écrans dans la famille, que ce soit du point de vue physique, dans quelle pièce, et organisationnel, combien de temps par jour, sur quel créneau horaire. Enfin, la place qu'occupent les écrans dans les échanges et interactions doit être le plus questionné. L'écran fait-il écran à la relation? On revient au... Vous avez capté, c'est dans le titre, c'est le jeu de mots. Ou est-il un support de partage et de communication?
Bon, c'est une conclusion, c'est normal qu'il se répète, mais c'est vrai qu'il s'est répété beaucoup tout au long du livre, donc c'est une répétition de répétition de répétition. Comme nous avons pu le voir, l'exposition des parents aux écrans est tout aussi problématique que celle des enfants, si ce n'est même plus. Les enfants ont besoin du regard de leurs parents pour évoluer et pour se développer, et il est essentiel de ne pas laisser un écran s'interposer entre eux. Si jamais l'écran est utilisé comme refuge pour fuir une relation compliquée, source d'angoisse ou de difficulté, alors il est essentiel de travailler sur les difficultés relationnelles qui poussent à s'enfermer dans l'écran afin d'accompagner la personne vers un détachement de l'outil technologique et vers une reconstitution de la relation parent-enfant, essentielle pour tous. Attention, c'est vrai que des relations parents-enfants sont essentielles, mais bon, attention, attention, on pourrait presque tomber dans les discours un papa et une maman, quoi. C'est pas ce qu'il dit, c'est presque ce qu'il aurait pu dire, quoi. Car dans ce cas, même sans écran, c'est-à-dire vu qu'il n'explicite pas en quoi c'est important, voilà, on ne sait pas qu'est-ce qu'il met derrière, mais bon, ça a été un peu évoqué dans les chapitres précédents. Chacun a un rôle à jouer dans cette histoire, et il ne faut pas se focaliser sur l'écran qui, en lui-même, ne peut être pensé que comme l'arbre qui cacherait la forêt, psychopathologique. Finalement, quand on parle des écrans, on s'intéresse bien plus au regard, au partage et aux interactions. C'est bien cela qui intéresse tout professionnel de l'éducation ou clinicien. Donc je pense que c'est plutôt ça la cible de ce bouquin. Voilà, c'est plutôt ça qui intéresse tout professionnel de l'éducation ou clinicien. Reste à questionner quelle place l'écran vient occuper là-dedans. Et comment montrer à quel point l'important restera toujours la question du lien entre parents et enfants. Voilà, nous avons terminé ce livre d'Olivier Duris qui s'intitule Quand l'écran fait écran à la relation parent-enfant. Je vérifie que c'était bien le titre. C'est bien le titre. Voilà.